ça se fait au niveau C++. C'est un peu la même chose en C. On a un working group qui est le 14 pour le C, 21 pour le C++, qui gère le C. Et comme disait l'orateur tout à l'heure, j'ai malheureusement oublié le nom, c'est que celui qui présente pour l'AFNOR est, est pris comme représentation nationale pour l'AFNOR, pour la France. Et on sait, c'est très facile, c'est que moi, alors je représente que moi, je n'ai pas coordonné avec d'autres gens qui présenteraient le C. Euh, je vous ai préparé, après l'introduction, trois choses. On verra un petit peu où ça va et n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, si vous voulez discuter une chose particulière. Pour dire un petit peu sur le C, vous savez certainement que c'est toujours un des langages de programmation majeurs. Euh, et et pour des raisons qui sont un peu listées ici, ou ce qui intéresse la plupart des gens qui le font, à part qu'ils ont déjà du code, bien évidemment, qui est écrit en C depuis des années, comme on a entendu aussi. Mais il y a aussi beaucoup de nouveaux codes qui est tout de même écrit en C. Et c'est pour la portabilité, parce que ça tourne en tout, tout hardware aujourd'hui est beaucoup plus large que le C++, euh, parce que aussi c'est beaucoup plus simple. La stabilité, c'est un truc qui est toujours mis en avant très, très, très important, parce qu'on a une stabilité de l'API et des ABI. Ça veut dire que du vieux code source, normalement, il compile toujours, et des exécutables qui étaient compilés il y a longtemps marchent toujours. Euh, la simplicité comparée à C++, par exemple, ou beaucoup d'autres langages qui ont tous leur atout, bien évidemment, parce qu'ils apportent beaucoup de fonctionnalités, mais aussi que ça fait que c'est compliqué. C'est proche au hard, c'est proche à l'OS et c'est efficace. Il y a plein de choses que les gens aiment pas. Je vais pas aller là-dedans. Je suis pas la bonne personne pour parler de ça. Vous avez certainement tous votre opinion là-dessus. Euh, juste pour vous donner un petit peu un graphique, le fameux graphique de Tiob sur les différents langages de programmation. Vous voyez le Java en vert qui est en déclin un petit peu comme ça. Vous voyez le C qui est en noir, qui est en déclin un peu moins que les autres, et le C++, par exemple, qui est le orange jaunâtre ici, qui est beaucoup plus bas que le C. Ça vaut que ça vaut, ça montre un petit peu les évolutions, ça montre aussi des chutes ici comme ça, c'est parce qu'ils ont changé leur mode de comptage, etc. C'est pas très important, mais ça vous montre que à peu près les langages de programmation qui sont intéressants encore aujourd'hui dans le monde, généralement parlant. Alors, c'est ISO. Là, j'ai mis un petit peu l'historique des différentes versions de C. Vous connaissez certaint Connect Ritchie en tant qu'origine, qui date des années 70. Après la première standardisation en 89. Et puis, une majeure release en 99, qui était très discutée à l'époque. Ça fait beaucoup d'années qu'elle soit que le C99 était accepté par la communauté. Après, autre C11 avec un peu moins de nouveautés, mais quand même majeur. Et le prochain release majeur, ça va être C23 l'année prochaine, qui va être finalisé cette année. Donc tout ça, juste, je vous le mets pour montrer que des changements majeurs, c'est beaucoup plus rare que dans le C++. Généralement, tous les 12 ans, pour l'instant, on a eu ça.
Et ça veut dire aussi que les nouveautés arrivent beaucoup plus lentement qu'avant. Je voulais aussi vous mettre le TS70 là-dedans, dont je suis moi éditeur, qui propose un nouveau modèle, comment dire, non, qui propose de fixer en fait le Memory Object Model pour C, qui était coordonné d'ailleurs avec les gens de C++, qui va sortir aussi en 23 si tout va bien, et qui, pour la première fois, va un petit peu formaliser plus tout ce que vous, pas tous, des parties que vous connaissez tous sur les accès mémoire en C qui font un petit peu peur, comme en particulier pour l'aliasing. Le comité standard, c'est aussi très très différent comparé à celui pour le C++. C++, comme je disais, c'est le WG 21. Là, on est sur le WG14 et on n'est que 20 à 30 personnes. Dans aussi une répartition remarquable qui est que les participants des US sont quasiment tous des industriels, où les participants de l'Union européenne et de la Grande-Bretagne sont quasiment tous des académiques. Et en particulier, ce que je trouve toujours très très étonnant, c'est qu'il n'y a pas d'industrie majeure de l'Europe qui participerait. En voyant l'importance que le C a quand même pour économiquement, hein, c'est plein de monde qui fait du C, qui compile et qui fait des choses. Je trouve ça très, très bizarre qu'il n'y a pas de participation de ce côté. Et aussi aux US, c'est quand même, il y a quand même des major players, en particulier Intel qui participe par exemple, et d'autres. Il y a quand même quelques players importants qui sont absents complètement de la standardisation du C. Et après, ils subissent, hein, c'est pas de notre faute, c'est leur faute s'ils ne viennent pas. Dans ces 20 à 30 personnes, il n'y a que 10 qui sont très actifs et les autres sont plus là pour voter ou pour donner leur opinion. Les conditions de travail sont assez restreintes, je trouve. Il n'y a pas d'infrastructure adéquate pour la collaboration. Pour C++, le WG21, ils ont mis en place plein de choses de collaboration, un GitHub, etc. Pour C, actuellement, ça manque. Et en plus, il y a ces bagarres autour du copyright qui ISO s'approprie, que j'apprécie pas trop. Euh, Avant Covid, on avait 2 réunions par an d'une semaine et maintenant on a doublé si on veut, mais c'est que des demi-journées à cause du décalage de temps et on fait ça en 4 réunions qui durent une semaine à peu près. Cette année même un peu plus, comme on a C23 devant la porte. Je vous mets la charter de C, juste pour dire c'est compliqué. Et il y a plein de choses qui sont un peu bizarres. Par exemple, le point 6, Keep the Spirit of C, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a plein de... C'est une liste qui a grandi d'année en année, qui reflète à peu près l'esprit qu'il y a derrière. L'esprit est L'important, en fait, dans tout ça, c'est qu'on ne fait pas de changement de code qui change des sémantiques, au moins pas d'une version à une autre. Ça veut dire que si vous voulez changer la sémantique d'une chose existante en C, vous avez à attendre 2 releases majeures, ça veut dire actuellement 24 ans. Hein. Et on essaye d'être toujours le mieux possible
API compatible et surtout aussi ABI compatible qu'on peut toujours linker des anciennes versions contre le code actuel. Euh, Vous avez certainement aussi tous votre opinion sur la collaboration ou la relation entre C et C++. Moi, j'aime pas le slogan que C++ hérite du C ou quelque chose. Je pense qu'il faut plutôt voir que C et C++ ont divergé il y a très longtemps. Euh, C n'est pas un sous-ensemble de C++, et l'inverse, bien évidemment, c'est tout à fait clair. Et que les communautés qui sont ciblées sont tout simplement différentes. Il ne faut pas essayer de convaincre les uns ou les autres de cela est mieux, l'autre est mieux, etc. C'est une question de communauté et différents objectifs, etc. Et on ne peut pas faire tout avec tous la même chose. Par contre, il y a un rapprochement qui s'est passé ces dernières années et que je suis très content, parce qu'on a quelques même membres actifs maintenant qui sont dans les deux comités. On a établi une subgroupe, study group entre les deux WG qui est très actif, qui est mené par Aaron Bauman. On a fait des co-design sur les différentes années, sur les atomiques, les threads. Actuellement, pour C23 et C++23, c'est les bit precise integers, les attributs. Et surtout, on a maintenant la tendance en C de importer quelques features de C++ tant qu'ils sont considérés de stabiliser. Et moi-même, j'ai écrit quelque chose que vous trouvez avec ce nom qui est listé, une spécification qui essaye en fait de marier les deux et faire un petit peu l'intersection, d'avoir quelque chose qui stabilise cette intersection entre les deux langages. Parce qu'il faut savoir, il y a beaucoup de choses qui sont différentes entre les deux langages pour pas grande raison en fait. Des petits trucs qui font vraiment la vie difficile quand on a codé à la fois en C et en C++ et on a déjà essayé avec les dernières versions, aussi bien en C qu'en C++, de réduire un petit peu ces différences et de alléger la tâche justement de devoir écrire entre ces deux langages. Euh, Interrompez-moi si vous avez des questions. C'est pour cette partie-là. Alors, il y avait juste une question de Loïc qui était de demander en fait s'il y avait une différence entre les aspects de copyright avec l'ISO du C et du C++, ou si c'était les mêmes problématiques en fait pour les deux langages. Disons, officiellement, c'est les mêmes problématiques. Ça veut dire que ISO s'approprie tout le copyright de tout ce qui est publié. Par contre, pour des raisons culturelles ou je ne sais, le WG14 est beaucoup plus conservateur et beaucoup plus friand de ne pas casser les normes ISO, etc., que c'est plus difficile à gérer. Comme je disais, on n'a pas le serveur Git, par exemple, sur lequel on pourrait regarder les sources en public. On n'a que les versions non finalisées qui sont dans des documents officiels mais qui sont publics. On n'a jamais la dernière version qui est publique, etc. C'est tout simplement assez fatigant de gérer ce genre de problème. Ça répond à la question? Oui, oui. C'est bien. Ah, Alors, excuse-moi, il y avait une autre question qui vient oui. d'arriver. Pourquoi le C va s'occuper des threads et compagnie? Pourquoi ne pas laisser ça à POSIX? D'expérience C ou C++, l'API des threads telle que proposée est très incomplète. Euh, oui, elle est incomplète, mais c'est pour une bonne raison, elle est beaucoup plus simple.
Déjà, cette spécification des threads et des atomiques, ça a été conçu ensemble, pas toujours très bien coordonné. C'est pour ça qu'il y a toujours des petites différences inutiles aussi. Mais l'idée, le modèle est le même. Et le modèle des threads de C et de C++, il est beaucoup plus simple parce qu'on peut les, euh, les threads de C, on ne peut pas les tuer avec il n'y a pas de l'équivalent du pthread kill. Et ça veut dire que ça suppose toujours d'une bonne collaboration entre les threads. Et pour cela, on n'a pas de cancellation ou quelque chose comme ça. Et pour cela, une implémentation des threads C peut être beaucoup plus facile qu'une implémentation POSIX. Si vous regardez une implémentation POSIX, moi j'ai travaillé par exemple dans la librairie Moosle pour du embedded. Si vous regardez le code source pour les threads, 90% c'est pour la cancellation des threads. Le truc pour faire les threads en lui-même, c'est accéder au support que donne l'OS et des choses comme ça, c'est assez simple. Et le reste, c'est qu'est-ce qui se passe si quelqu'un me tue, qu'est-ce que je fais avec mes mutex, etc. Comment on gère tout ce genre de choses. Et c'est très 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 compliqué. Et on sait, c'est beaucoup plus facile. Et pour cela aussi, je suppose, qu'il n'existe même peut-être pas au moins pour le grand public, des implémentations des threads C qui ne seraient pas aussi au même temps des threads POSIX. Mais c'était ça le but, de normaliser ça dans les langages, dans les deux langages. Question? Sinon, je vais passer à la partie suivante pour vous montrer un petit peu ce que on sait, on considère un release majeur et les changements que ça apporte. Et ça certainement, la première ligne, ça vous fait rire. Euh, on a travaillé, cette partie-là particulièrement, c'est moi qui l'ai proposé. Si vous connaissez ça, on sait ces maudites mots-clés underscore capital B bool pour le type booléen et plein de choses comme ça, parce que justement à l'époque où ils ont introduit ça, on était frileux parce qu'on ne voulait pas, s'il y avait un conflit de nom avec un type bool existant, etc., ou avec des false true existants, on ne voulait pas marcher sur les pieds des utilisateurs. Et là, finalement, après 24 ans, on aura changé ces macros en vrais keywords et on aura ces nouveaux keywords là-dedans. On est aussi en train de faire un context, mais que pour objet. La partie context pour les fonctions a été considérée trop compliquée et pas suffisamment d'implémentation dans des compiles C pour l'instant pour les mettre dans C23. On a l'inférence des types, on a changé les fonctions que maintenant les prototypes sont obligatoires, on a que les compilos doivent implémenter les VLA, les Variable Length Array paramètres obligatoirement, mais que les paramètres. On a changé ce que C++ avait déjà fait il y a longtemps pour la constance des paramètres tableau, qui était un peu bizarre. On va changer ça, que ça correspond à peu près à ce qui est dans C++, par exemple. Autre chose qu'on a hérité de C++, c'est les accolades vides pour l'initialisation par défaut et inclut les VLA. On a changé un peu la grammaire pour les labels. Oui, on a ajouté le concept, les attributs qu'on n'avait pas, qui étaient introduits en C++, en C++ 11, je pense. Ça, c'est Aaron Ballman aussi qui a fait ça.
qui a introduit avec un très gros boulot, introduire tout ça dans la grammaire. Et puis on a ces attributs-là, comme ils sont listés ici, qui vont être aussi faire partie. Et je voulais vous parler après, si aussi nous reste le temps, de ces deux attributs-là qui pourraient être aussi intéressants pour C++, peut-être. On a des tests pour des attributs, les vendor attributes, un petit peu comme tout simplement hériter tout ça de C++. On a changé plein de choses sur les types entiers. Maintenant, on a que le TOOS complement pour les types signés devient obligatoire. Avant, on avait toujours les deux autres bizarroïdes représentations qui étaient permises, mais comme on s'est pu convaincre que ça n'existait plus vraiment dans le monde réel, on a plus pu convaincre le comité de changer en tous compléments pour tous les types signés. On aura des littérales binaires, on aura les bit precise integers qui vont aussi entrer dans C++. Ça, c'est un effort coordonné. On espère d'avoir des enums avec un type de base fixé. Ça aussi, ça vient de C++. On a travaillé beaucoup sur de éliminer le type uintMax, ou pas éliminer, mais de le rendre moins important. Parce que comme je disais, on veut de la stabilité ABI pour tout le code. Si on a ça, jusqu'à maintenant, on avait la règle que tout type entier devrait être couvert par intmax ou uintmax, selon si c'est signé ou pas. Et ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas rajouter des types plus larges de ce qui était fixé dans l'ABI à un moment au début. Par exemple, pour la plateforme x84, l'ABI était fixé pour uintmax pour bien évidemment 64 bits. Et maintenant, tous les compilos, ils synthétisent des entiers de 228 bits. Et ils ne peuvent pas les rajouter comme ça en C17 au type entier parce que il serait plus large que uintmax. On a travaillé des détours, je ne vais pas aller dans les détails de ça, mais que finalement les compilateurs vont pouvoir rajouter uint 128 par exemple, ou uint 256, etc. À leur donne. La même chose pour les types entiers pour les pointeurs, les int pointers et les uint pointers. C'est heurté à la même chose que sur certaines plateformes qui au début étaient 64 bits. Les pointeurs maintenant sont 128 bits parce qu'ils codent beaucoup plus d'informations dans les pointeurs que juste l'adresse. Et ils ne pouvaient pas faire des pointeurs parce qu'ils faisaient exploser une max et on a résolu ce problème aussi. On a quelques changements, je ne vais pas aller... Une petite Oui. question sur le slide précédent. Dans le chat, il y a quelqu'un qui demande sur le fait que les nombres signés doivent être représentés en complément à 2. Est-ce que ça définit un certain nombre de comportements par rapport aux opérateurs de shift qui devraient désormais être arithmétiques? Et est-ce que caster un unsigned int vers un int sera défini même si le nombre de départ est négatif? J'imagine que c'est peut-être plutôt dans Non, l'inverse de ça n'a pas changé. Euh, toutes les opérations C en particulier les opérations arithmétiques, ils ne sont pas définis par la représentation. Ils sont toujours définis abstraits par la valeur. Ça veut dire si vous faites un shift à gauche, par exemple, c'est défini par la valeur. Et si vous faites ça avec un type signé, vous shiftez un bit dans le bit du signe, c'est toujours non défini. Ça reste la même chose, aussi bien la conversion
la conversion, si le seul où on peut convertir la cible et une valeur qui ne rentre pas dans l'espace, c'est pour les non signés où on fait du wrap. Mais pour les choses signées, c'est toujours undefined, et ça pour une bonne raison, parce qu'on veut pouvoir donner la possibilité au compilateur justement de soit dire non, ça va pas, ou de mettre un signal ou quelque chose. Et le toSs complement, c'est vraiment pour la représentation et pas pour les choses arithmétiques. On a quelques changements sur la librairie, il n'y a rien de dramatique, je ne vais pas entrer là-dedans. Il y a beaucoup de changements pour le floating point. On a intégré les decimal floating points qui sont déjà implémentés par pas mal de compilos, en particulier GCC et Clang implémentent ça. Ce qui, à mon avis, c'est une très bonne chose. Il y a un update pour tous les formats I3E, tout ce qui a changé là-dedans. Ce qui était avant dans des technical specifications à part, tout ça c'est intégré dans la norme elle-même maintenant. C'est un très gros boulot. Et un autre truc que moi j'aime pas du tout, c'est la dernière ligne, qu'on rajoute 600 nouvelles fonctions math, mais en particulier pour tous ces decimal floating points par exemple, mais ça fait, on sait que ça fait une nouvelle interface pour chacun de ces types, comme on n'a pas de surchargement de fonctions, qui fait une explosion combinatoire de tous ces fonctions. Et j'ai beaucoup milité, mais j'ai pas réussi d'avoir une approche plus systématique que ça pour gérer la lip-C, lip-mat en fait, pour ce genre de choses. Voilà, ça c'est à peu près un aperçu de ce qui va se faire. Euh, J'ai une question de mon côté, ouais. c'est à une époque, tu avais évoqué la possibilité peut-être d'avoir des lambdas ou des choses un peu plus exotiques en C. Est-ce que là c'est pas dans ta liste? Est-ce que ça veut dire que c'est repoussé ou est-ce que ça veut C'est dire que repoussé. c'est pas annulé, c'est repoussé pour l'instant? C'est repoussé, oui, c'est pas annulé, ils sont toujours favorables, mais là aussi, ils ont vraiment une politique complètement différente du C++. Euh, il n'y avait pas suffisamment d'implémentation directement dans les compilos C pour ça, et c'est pour cela qu'ils n'ont pas voulu. Même que, il y a quand même beaucoup d'extensions qui font à peu près ça, hein. Vous connaissez ça peut-être. GCC, ils ont des espèces de compound expressions avec une syntaxe un peu bizarre, où il y a aussi des fonctions, comment on dit ça, des fonctions à l'intérieur d'autres fonctions, etc., qui approchent en fait beaucoup déjà les lambdas, ou différents aspects des lambdas, mais cette partie-là n'a pas été votée pour... une des raisons était que c'était pour les lambdas, il faut en base, au moins pour les lambdas simples, il faut quelque chose comme du auto pour pour le type de retour. Et ça, on n'a pas réussi à se mettre d'accord comment gérer ça. En base, il y a la version auto pour les lambdas pour déterminer le type de façon par inférence, ou il y aurait eu la version avec trailing return type, avec la flèche derrière la liste des paramètres et le type. Mais ces deux-là, pour ces deux versions-là, il n'y avait pas de majorité, on n'a pas trouvé d'accord sur ce genre de choses. Ça veut dire que pour après, C23, on va devoir faire vraiment une action de
développement au moins dans GCC et Clang pour pouvoir pousser ça et pouvoir dire, voilà, regardez, maintenant il y a vraiment des implémentations et on pourra faire ça. Ça répond à ta question? Tout à fait, merci. Le troisième volet que je voulais vous montrer, c'est un travail très particulier sur l'optimisation avec des attributs. Combien de temps j'ai encore? Pardon. Encore 20 minutes. 15-20 D'accord, minutes. ok, ça me suffira largement. C'est ce que je voulais vous proposer, c'est de faire un plongement dans un truc très très spécifique là-dessus, parce que ça c'est aussi une des choses pour lesquelles moi je viens en fait, c'est pour l'optimisation et pour avoir la possibilité de spécifier certaines choses de façon plus conséquente pour les utilisateurs, pour pouvoir spécifier certaines opportunités d'optimisation pour les compilateurs. Vous connaissez peut-être les attributs de GCC que j'ai listés là dans les deux lignes en bas de ces carrés. Ces attributs pure et const, déjà les noms sont assez perturbants, je trouve. Mais ce qu'ils font, c'est à peu près ce qui est décrit. C'est-à-dire que l'attribut pure, ça veut dire, si je mets ça sur une fonction, ça dit que la fonction donne à peu près le même résultat, ou donne le même résultat, si je le répète si je répète l'appel à fonction avec les mêmes arguments dans le même contexte. Const, c'est encore un peu plus, parce que c'est indépendant du contexte. Quand je peux faire annoter une fonction const, je dis que cette fonction, a priori, elle va toujours faire la même chose. Bon exemple, c'est ce qu'on a au moins en idée derrière, c'est les fonctions de maths, cosinus, sinus ou quelque chose. On a quand même l'idée que ce qui se font, mais on verra ça après, c'est indépendant du contexte. Et alors, le compilo peut bouger ses appels en dehors des boucles, par exemple, ou des choses comme ça. Mais tout n'est pas si simple que ça paraît. Quand je regarde un petit peu un code comme ici, juste en tant qu'exemple, un code que je veux optimiser. Vous voyez ici deux boucles fort imbriquées, comme ça, qui balayent des vecteurs et qui à l'intérieur font une fonction qui est pas ou deux, là, qui fait juste le carré de son argument, et puis qui fait la racine carrée de ça. Et maintenant, on aimerait bien savoir, ou pouvoir dire au compilo comment il peut bien optimiser ça. Quand je regarde le compilo, quand je pose la question au compilo, je lui pose la question, est-ce que je peux bouger le square root en dehors de la boucle et comme ça faire un gain important de performance sur ma fonction? Il va me dire non, parce que pour une fonction qu'il ne connaît pas, déjà, si on suppose qu'il ne connaît pas square root, il ne sait pas du tout si ça accède à de l'état global et qu'il peut l'optimiser parce que ça pourrait lire ou écrire dans une variable globale et faire n'importe quoi. Et comme ça, il ne peut pas savoir s'il peut bouger cette fonction ou cet appel à fonction. Pour square root, si on suppose, comme c'est une fonction de la libc, qu'il la connaît, qu'il sait faire, qu'il sait comment elle comporte, il ne peut toujours pas. Parce que square root a des conditions d'erreur, ça change Erno. Erno, c'est un état global, et alors il ne peut pas savoir si un appel spécifique à square root change Erno.
Et en autre, ça c'est pour la sortie, pour l'état qui serait changé par la fonction, mais il peut aussi pas savoir de ce que fait square root parce que ça dépend du rounding mode. Je peux faire des arrondis dans différentes directions, je peux gérer ça avec des pragmas, et ça veut dire que d'un appel de square root à un autre, ça ne fait pas forcément exactement la même chose, ça fait à peu près la même chose, mais pas exactement, et alors le compilo, il est complètement perdu, et il ne saura jamais optimiser ça. Maintenant, si on demande à un programmeur un petit peu sophistiqué, il va toujours tout de suite dire, bien sûr, je sais optimiser ce code-là parce que je peux sortir en base le square root de la boucle interne, mémoriser les résultats dans un vecteur et puis utiliser que ça. Si je fais ça, ça look comme ça. Je fais une boucle comme ça, la première boucle où je fais que balayer les différentes exposants là que je fais de mon vecteur. Je fais les square roots. Je ramasse tout ça dans un vecteur auxiliaire. Et après, dans ma double boucle imbriquée, j'utilise que cette variable auxiliaire et je gagne beaucoup en temps d'exécution parce que j'ai remplacé tout un appel à la lipsée de square root qui généralement prend, que sais-je, probablement 50 instructions ou quelque chose comme ça. Et ça me fait un gain énorme sur mon exécution. Pourquoi je peux faire ça en tant que manuel? Parce que je sais que j'appelle square root seulement sur des valeurs non négatives, parce que j'ai toujours pris le carré ici, alors c'est toujours des valeurs positives. Alors c'est pas négatif, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas Erno qui est changé, alors je peux faire cette sortie. Et je sais que ici, je ne change pas le rounding mode entre deux calls, alors il n'y a aussi pas une dépendance de ce rounding mode, et comme ça je peux le faire. Et ces deux propriétés que je mets ici, le compilo ne peut pas le savoir, et c'est pour ça qu'il ne peut pas faire cette optimisation. Parce qu'il fait bien, aujourd'hui les compilos font bien ce type d'optimisation quand il n'y a pas d'appel à fonction là-dedans, hein. Quand il y a d'autres choses que des instructions, ils vont bien faire ça, ils sont très sophistiqués aujourd'hui, ils savent très bien le faire. Mais là, du coup, pour ça, il ne peut pas. Alors, l'idée, c'est d'avoir ces attributs, reducible et unsequenced, et de juste annoter à l'intérieur de cette fonction, ça, donner des prototypes augmentés, si on veut, pour ces deux fonctions qu'on utilise à l'intérieur, en disant que ici, dans tout ce contexte, tous les appels de square root, tu peux supposer qu'ils sont unsequenced, comme je disais au début, c'est que en base, l'appel ne dépend pas du contexte. Tu peux le placer où tu veux, tant que tu connais l'argument qui est passé, tu peux les placer où tu veux. Et pour POW, pareil. Et comme ça, maintenant, en ayant juste rajouté cette annotation, si on veut, le compilo sera capable de faire toute l'optimisation que j'ai eu avant. Et on n'a pas à changer le code pour des raisons bidons, juste pour l'optimisation. On lui a donné les informations qu'il en a besoin pour bien travailler. Après, je peux aussi rajouter ces trucs à l'extérieur, là, pour les fonctions eux-mêmes, parce que je peux aussi fixer le rounding mode ici à l'intérieur. Que si je fixe pas le rounding mode, alors le pragma, ça change le rounding mode, par exemple ici, pour tout le contexte de la fonction, et après ça rétablit. Mais ça veut dire pour tous les appels, toutes mes utilisations de square root et de power auront toujours le même rounding mode. Dans ce cas-là, ce que j'ai choisi arbitrairement, to nearest. Et comme ça, ma fonction elle-même devient aussi reproductible.
français. J'avais déjà dit que ça se base sur du prior art et c'est pour cela que j'espère que je vais réussir à placer ça dans ces 23. Ils étaient relativement positifs. On va voir comment ça va se finir à la fin. Et c'est basé sur des définitions intermédiaires d'autres propriétés des fonctions. Euh, Ça étend en fait le concept sur le cas et qui serait, je suppose, aussi particulièrement intéressant pour C++, si on veut ça, pour avoir pour pouvoir passer des arguments à pointer dans ce type de fonction en se précisant très exactement de ce qu'on a le droit de faire avec ces pointers in et out et comment les changer, etc. Qui est basé sur le restrict qui existe que dans C, mais bon, le concept devrait aussi exister en C++, et comme ça, on pourrait aussi gérer en C++, par exemple, des paramètres qui sont donnés par des références. Parce que c'est quand même un cas d'utilisation et des interfaces importants, en particulier en C++. Et comme ça, on pourra décrire de ce que ça veut dire que je passe un pointeur ou une référence à l'intérieur d'une telle fonction, et c'est quand même considéré étant un sequence que je peux le bouger comme je veux dans des différentes parties de mon programme. Voilà, c'était tout ce que j'ai préparé, je pense. Non? Et là, il y a une Ah, question dans le ouais. chat. Alors, je la Oui, comprends pas, mais je la répète. oui, Qui vas-y. est, il y a quelque chose qui s'appelle ISPC pour de l'optimisation qui semblerait pouvoir répondre un petit peu aux mêmes besoins que ce que tu as présenté. Est-ce que tu connais? Est-ce Je que connais tu... pas, non. Je connais pas. D'accord. Bon. Désolé. Dans le papier, si vous regardez ça, on a listé, on a trouvé pas mal de compilants en fait qui ont ce type d'optimisation, qui font ça avec des syntaxes différentes, des pragmas et des choses un peu différentes, mais qui en base tous ont à peu près la même gueule, hein, pour un peu différentes sur les marges, mais qui font à peu près ça. C'est quelque chose relativement répandu dans différentes compilos, dans différents contextes. Donc, une question de moi cette fois-ci, c'est donc si j'ai bien compris, ces attributs ne changent pas la fonction, mais changent l'usage particulier d'une fonction dans un certain contexte. C'est-à-dire, je dis pas que la fonction est globalement reproductible ou unsequenced, mais je dis Tu peux ouais, aussi dire ça, hein. Tu peux la noter directement sur la définition et sur les interfaces que tu donnes. d'accord, mais par contre, on peut aussi dire dans le cadre de cette fonction-là, je Ouais, considère telle autre fonction comme étant reproductible unsequenced. ou Ouais, unsequenced, d'accord, c'est ça. ouais, ouais, Et est-ce que c'est pas le genre d'annotation qui risque d'être très lourd? Parce que, à utiliser concrètement, c'est-à-dire que est-ce que tu vois ça comme vraiment un truc localisé à utiliser sur l'endroit pile poil où on a besoin de, toutes les de maximum de performance? Ou est-ce que tu vois ça plutôt comme quelque chose que finalement, c'est une bonne pratique que dès que les gens vont utiliser une fonction, ils vont regarder: «Est-ce que je suis dans le contexte où j'ai pu vérifier que les trucs étaient positifs?» et dans ce cas-là, je mets unsequenced. ça dépendra certainement beaucoup des contextes dans lesquels les gens écrivent leur code. Si tu es dans un contexte où généralement tu veux de la performance, tu vas, tu pourras regarder ça de près et mettre ces annotations. Si tu es dans un contexte où tu t'en fous un petit peu, c'est pas grave, tu vas pas investir là-dedans, je pense. Mais c'est particulièrement intéressant pour moi. Cette version-là est particulièrement intéressante pour la performance. On avait aussi une autre version où on va certainement la poursuivre aussi. Ce que font certains compilos aussi déjà. Je peux rajouter à ces annotations des arguments en fait et définir exactement
les états, les variables d'état qui sont changées par la fonction. Parce que là, on dit qu'il n'y a aucune variable d'état qui est changée. Mais on pourrait rajouter des choses comme par exemple, cette fonction, elle fait du I/O. Elle touche au système I/O. Et si tu réordonnes deux fonctions qui touchent à du I/O, tu vas pas les réordonner entre eux, mais tu peux les bouger ensemble avant. Ou si ça touche par exemple au routing mode qu'on vient de voir, etc. Et ça serait quelque chose qui a quand même une implication plus sémantique, où tu décris beaucoup plus précisément de ce que fait ta fonction et à quel état elle accède. Et bien évidemment, ça pourrait aussi t'aider pour trouver des bugs, par exemple. Si tu as quelque chose, un analyseur statique qui te dira que là, tu accèdes à la variable globale Toto, bien que tu as promis que ta fonction devrait que accéder à une autre variable, on peut avoir l'analyseur statique cracher un code d'erreur et te dire que là, regarde, il y a quelque chose de louche qui se passe. Ça t'aide. Et il Ouais, y a une autre question qui est qu'est-ce qui se passe si on s'est trompé, qu'on dit quelque chose à une séquence alors que ça l'est, c'est UB? ouais, c'est undefined. Ouais. On avait proposé ça aussi au début, de imposer ça, parce qu'il y a des langages de programmation qui font ça, hein, où si tu dis des choses pareilles sur une fonction, le compilo va t'obliger de programmer de façon que c'est vérifié. Ça, le comité n'a pas voulu parce que ça leur semblait trop compliqué pour les compilos. Parce que ça impose que tu annotes si tu veux. Si tu voudrais que unsequenced est héréditaire, il faudrait que ça peut que utiliser à l'intérieur des fonctions qui sont aussi unsequenced. Et ça veut dire que si tu veux faire quelque chose, c'est un peu comme le const, il faut, tu dois annoter toute ta chaîne en fait de fonctions en appel. Et faire ça automatiquement, c'est relativement difficile. Moi, je pense que c'est possible. Comme je disais, un autre langage de programmation le font. Mais ce n'est pas un chemin qui est évolué par le comité C. Et ça permet aussi, de ce qu'on vient de voir, de annoter a posteriori, dans un certain contexte, une fonction avec des propriétés, parce que je sais dans ce contexte-là que je l'appelle maintenant, elle a telle et telle propriété. Il ne serait pas possible tout simplement à vérifier à la compile. Autre question? Oui, il y a eu des petites remarques au fur et à mesure, mais pas de questions qui restent a priori. Hem, moi, si j'ai une vague question sur la première partie, en fait, le fait que les versions majeures soient tous les 12 ans, c'est quelque chose qui est voulu et on sait que la prochaine sera dans 12 ans ou ça dépend, c'est quand c'est prêt et juste Oui. Euh, Disons, il y a une grande discussion actuellement de ce qu'on va faire après C23. C'est pas du tout fixé. Il y a pas mal de gens qui poussent que justement on n'a pas cette attente tous les 12 ans pour avoir des nouveaux features. Il y a quand même une autre fraction assez conservateur qui justement apprécie ça parce que ça fait pas changer les choses. Bien que on sera toujours dans un mode où on va pas imposer quelqu'un qui veut pas utiliser un nouveau feature, il ne sera pas obligé de le faire et son code sera toujours valide. Mais, mais les gens sont assez prudents. Par exemple, juste pour la petite histoire, là, pour les lambda, on avait vraiment des gens en réunion nous ont dit que si on
construisaient les lambda, ils auraient peur qu'un jour ils auraient du code, qu'ils auraient du mal à comprendre, etc. Et c'est pour cela qu'ils sont contre. Et une des raisons qu'on verrait probablement pas aussi pointu au moins dans C++. Très probablement mal vu, en effet. Bon, donc la personne qui avait posé la question sur ISPC aimerait bien que les gens de chez Intel viennent discuter avec le WG14. On a pas mal de gens d'Intel chez nous, hein, mais ça c'est un truc d'Intel? ISPC, oui, ouais. D'accord. Je ne connaissais pas non plus après, hein. J'ai juste cliqué sur le lien et effectivement, c'est du Intel. Intel Implicit SPMD Programme Compiler. Donc, compilateur open source. Très bien. En tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions qui apparaissent, personne n'a l'air d'être en train de taper une question. Donc, écoute, merci beaucoup, Jens. Merci. Merci d'être venu dans un meetup C++ pour prêcher la bonne parole. C'était très intéressant.